Bonjour à tous, bienvenue sur notre page Facebook. Aujourd'hui, je reçois Pierrick Ballanger, qui est le responsable de CAFPI du Pays Basque. Alors évidemment, aujourd'hui, on va parler de crédit immobilier, comment financer votre projet, mais aussi l'assurance emprunteur. Sachez que CAFPI existe depuis 50 ans en France et depuis 20 ans au Pays Basque. Donc c'est dans cette ambiance de Noël, puisque comme vous pouvez le remarquer, on a mis un petit Père Noël, hein, c'est quand même le mois de décembre, qu'on va faire ce live pendant 30-45 minutes ou une heure. Bonjour Pierrick, vous allez bien? Impeccable, en pleine forme. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, moi je suis très content de vous recevoir puisqu'on parle beaucoup de financement immobilier. On entend beaucoup d'échos, que c'est un petit peu plus compliqué qu'avant, tout ça. Donc je pense que nos internautes ont vraiment envie de savoir. N'hésitez pas à nous poser des questions en direct, hein, puisqu'on les verra et Pierrick vous répondra. Voilà. Avec plaisir, sans problème. Donc CAFPI, ça existe depuis 71, c'est ça? C'est ça, ouais. 1971, création de l'entreprise par par Elie Assouline, pardon, rejoint par son frère Maurice peu de temps après. Et donc parti à la base sur Paris, la première agence a été créée sur Paris. Ils ont osé quand même, hein, parce qu'il y a 50 ans créé en fait, ce métier de courtier en prix immobilier, c'est ça? C'est eux qui l'ont créé en France, hein, si c'est ça, ils ont été les pionniers de la création du courtage en France. Elie est parti d'un constat qui était très simple, qui était de se dire à l'époque, il travaillait dans l'immobilier et il se heurtait où il a rencontré des problématiques, ou en tout cas des refus de la part de certains partenaires bancaires. Et comme à son habitude, il a cherché à développer des solutions en prenant directement ses clients sortis des compromis pour les emmener directement en banque. Ah ouais. Et de là est née cette idée et il a créé effectivement la première agence à Sainte-Geneviève-des-Bois qui reste encore le siège aujourd'hui de l'entreprise. Incroyable. Dans le 91, Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc, et ce qui est vraiment étonnant, c'est que ce métier n'existait pas il y a 50 ans. Non, du tout. Il fallait oser. Aujourd'hui, il y a combien d'agences en France? Aujourd'hui, on a 230 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire, avec 1200 mandataires sur l'ensemble des agences. Donc un gros développement de l'entreprise depuis ses débuts. Et 230 agences, donc c'est des agences physiques, il y a des vitrines, c'est quoi? C'est des bureaux? C'est des agences physiques, comme on peut le retrouver auprès de nos confrères d'agences immobilières. Donc on a des agences avec des bureaux et des collaborateurs à l'intérieur qui sont là pour amener le conseil et prendre en charge les demandes clients. Et donc les 1200 collaborateurs, c'est des salariés, c'est des indépendants? Non, chez nous, le fonctionnement de l'entreprise, l'ensemble de nos collaborateurs sur la partie accompagnement client sont des indépendants. Donc c'est aussi un gage de qualité puisque à ce titre, ils ne sont pas salariés de l'entreprise. Dans l'absolu, c'est ce qui va les motiver aussi à accompagner le client dans la meilleure des conditions possibles pour finaliser leur projet. Voilà, l'avantage d'être indépendant, c'est qu'ils vont être payés quand le dossier sera conclu, donc ils ont tout intérêt à bien l'accompagner. C'est exactement ça, puisqu'on va avoir un mode de fonctionnement qui va être la prise en charge du client de potentiellement le calcul de la capacité de son emprunt jusqu'à la signature définitive. Et nous, le règlement et les honoraires qu'on va facturer ne seront dus qu'à finalisation du projet du client via la signature notaire qui sera le point d'orgue du dossier. Alors si je compte bien 1200 personnes en France, ça fait à peu près 15 par région, c'est bien ça? Alors ça dépend des agences, puisqu'on est implanté un peu partout. Les grosses villes, en tout cas métropoles, elles vont drainer des agences avec forcément un nombre de mandataires plus important. En tout cas, en ce qui moi me concerne, sur les agences de Biarritz et Bayonne, ça représente 15 collaborateurs. 15 personnes donc aujourd'hui accompagnent les projets sur le Pays Basque. En ce qui concerne justement le Pays Basque, ça a été créé il y a combien de temps, CAFPI? Alors l'agence de CAFPI, la première agence CAFPI créée dans le sud-ouest, c'était celle de Biarritz, créée il y a 20 ans. Et déjà puis, déjà 20 ans, ouais. Et effectivement, derrière un développement qui s'est fait assez rapidement et assez naturellement au vu de la demande croissante de nos clients, avec les ouvertures de Bayonne, Dax, Pau, Tarbes et Mont-de-Marsan. Alors, il y a peut-être une particularité à Biarritz, c'est qu'aujourd'hui, les prix sont élevés. Est-ce qu'il y a toujours du financement, justement? Oui, bien sûr. Effectivement, le marché de Biarritz, comme celui de Bayonne et plus globalement de la côte, est en constante évolution. Malgré tout, oui, il y a des demandes de financement.
elles sont effectivement croissantes, surtout qu'aujourd'hui, vu la conjoncture et les conditions de taux qui sont aujourd'hui pratiquées par les partenaires bancaires, les clients ont tout intérêt à emprunter plutôt que de venir mettre un maximum de cash dans les opérations. Alors justement, on va en discuter tout à l'heure avec le contrat de garantie. On a pu discuter un petit peu avant cette vidéo, évidemment, pour se préparer. Parce qu'on n'est pas non plus on n'est pas des pros, quoi. Je veux dire, c'est pas notre métier. C'est pas notre métier, on fait pas ça tous les jours. Donc c'est important pour nous, en tout cas, d'être bien préparés pour être le plus clair possible. Et comme je vous disais, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, vous voyez, on peut les voir en direct. Et dans ce cas-là, on va vous répondre en direct, quoi. Voilà, donc, et je pense que c'est intéressant puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, de financer un projet, c'est pas facile. J'ai l'impression que, en tous les cas, on entend que c'est plus compliqué qu'avant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est une réalité. Alors certes, les conditions d'emprunt sont optimales en termes de conditions de taux, puisqu'on reste sur des conditions de taux qui sont historiquement bas. Sur combien aujourd'hui le taux moyen pour financer un projet? Ça va dépendre essentiellement de plusieurs facteurs. Donc aujourd'hui, ce qui va définir les conditions de taux, elles vont être adossées à des conditions de revenus ou à une durée d'emprunt. Malgré tout, l'emprunt moyen se situe aux alentours des 1,20 sur la moyenne des prêts financés. D'accord. Un 20, c'est quoi? Sur 10 ans? Sur 20 ans? C'est la moyenne constatée aujourd'hui sur 20 ans. Sur 20 ans. Ouais. Donc c'est des taux qui sont bas. Alors, moi, je me souviens encore des années, je crois que c'était 2010, il y a 10 ans à peu près, non? Les taux étaient à 9, quasiment. Non, pas tout à fait, ça c'était un peu avant, 2008-2010, en pleine crise des subprimes, on est arrivé jusqu'à des taux flirtant avec les 6%. Donc comparé à aujourd'hui, on est bien inférieur à ces conditions-là. Pour vous donner un référentiel, aujourd'hui les taux sur 20 ans, parce qu'on parle de taux moyens, mais ça ne va pas forcément parler à l'ensemble des clients. Selon les profils, les meilleures conditions négociées sur 20 ans étaient de 0,75 là récemment et peuvent aller jusqu'à un 10, un 20 en fonction des profils. Alors moi, la question que je me pose, bien évidemment, avant de prendre des crédits, avant de s'endetter, je pense qu'il faut avoir une capacité à épargner. Aujourd'hui, une personne, est-ce qu'elle doit avoir de l'apport? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des conseils là-dessus? Oui, alors, des conseils, bien évidemment. L'apport, c'est une notion qu'il faut effectivement avoir à l'esprit, même si aujourd'hui, on a des partenaires bancaires qui sont en capacité de financer un client sans même qu'il mette de l'apport dans son projet. Après, plus que l'apport en lui-même, c'est un projet, ça se prépare, c'est-à-dire qu'on va être dans l'anticipation, on va travailler avec les clients sur du moyen long terme pour préparer ça et effectivement montrer aujourd'hui aux établissements bancaires la capacité que l'on va avoir à faire face demain à une échéance versus le montant d'un loyer et une capacité d'épargne qu'on pourrait mettre en face. Donc un projet, ça se prépare en amont et effectivement aujourd'hui l'apport va devenir de plus en plus important aujourd'hui, notamment par les recommandations du HCSF qui sont passées et le durcissement des règles bancaires. Alors ça, j'en ai entendu parler, vous allez pouvoir nous expliquer tout à l'heure. J'ai trouvé pendant la préparation en fait, une petite vidéo qui explique en fait, comment épargner. C'est vrai que ça paraît simple, mais en réalité aujourd'hui, je pense que vous allez pouvoir nous en parler juste après. Voilà, je vais vous la passer, ça dure 5 secondes. Hein. À tout à l'heure. Voilà, donc on vient de passer cette petite vidéo avec les conseils pour épargner, c'est important. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire aux futurs acquéreurs, d'une certaine manière, ceux qui vont vous solliciter pour des prêts? C'est quoi le premier conseil par rapport à ça? Le premier conseil, c'est déjà effectivement, encore une fois, de pouvoir être en capacité, à travers le fonctionnement bancaire d'un client, pouvoir prouver à un établissement bancaire qu'on est en capacité de faire face à une échéance future. Et globalement, on va se dire que si on a un loyer aujourd'hui de 700 € par mois, que demain on a une projection pour un achat immobilier qui va nous mettre en face des échéances aux alentours des 1 000 €, être en capacité de montrer à l'établissement bancaire que ce loyer et la capacité d'épargne que j'ai à côté me permettent finalement d'assumer cette échéance. Alors le conseil, là, il disait de mettre 10% de nos salaires de côté pour préparer ce projet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors ça, c'est l'idéal. Après, chacun fait en fonction de ses capacités et des possibilités qu'il a.
Ce qui est important, même si la somme n'est pas forcément très importante, même si on n'atteint pas ces fameux 10%, l'idée c'est de vraiment montrer à l'établissement bancaire qu'on est en capacité d'épargner, même si c'est 45-50 euros sur un PEL ou ce genre de placement. En tout cas, montrer à l'établissement bancaire, encore une fois, qu'on a cette volonté d'épargner et de constituer du patrimoine immobilier, le mobilier, pardon. Donc en fait, si j'ai bien compris, je ne peux pas décider aujourd'hui de me faire un crédit, alors sauf si j'étais raisonnable avant et j'ai épargné. Le conseil qu'on peut donner aux jeunes d'aujourd'hui, justement par rapport à ça, je fais des petits jobs l'été, j'ai l'ambition d'acheter à 25 ans, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil aujourd'hui? Alors, des profils comme ça, on en a de plus en plus, et c'est très bien, puisqu'on voit que l'immobilier reste un élément important aujourd'hui dans le fonctionnement des Français. L'acquisition d'un bien immobilier de la résidence principale est un élément important. Après, encore une fois, ça doit s'anticiper, ça doit se préparer. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que dans la constitution d'un dossier, on va demander un certain nombre de documents en remontant sur 3 mois. C'est ce que vont nous demander. En fait, une analyse des comptes, une etc. analyse globale, ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Une analyse globale de la situation du client sur 3 mois avec ses relevés de compte, avec un certain nombre de documents, les bulletins de salaire et tout ce qui va s'en suivre. Et donc, c'est sur la base de ces documents-là qu'on va travailler sur le dossier. Donc, c'est déjà anticipé, puisqu'on sait aussi qu'un compromis de vente pour un achat, on a environ une durée de vie de 3 mois, c'est de s'y prendre un peu avant et de se dire, au moment où je commence à me dire, je vais peut-être réfléchir à l'acquisition de ma résidence principale, à ce moment-là, commencer à épargner si ce n'était pas le cas précédemment. Pour qu'au moment où je trouve mon bien, on sait aussi qu'entre le moment où je vais décider de me mettre en recherche active et le moment où je vais le trouver, il va se passer ces fameux 2-3 mois, justement pour que dans l'intervalle, on ait cette capacité d'épargne, ou en tout cas qu'on puisse prouver l'épargne qu'on est en train de constituer tranquillement. Alors c'est vrai que CAFPI a fait ses preuves, puisque déjà ça existe depuis 50 ans. Moi je me souviens, il y a une vingtaine d'années, mon premier achat, en fait, je suis passé par CAFPI, donc à titre perso, je le dis clairement. Et c'est vrai que j'ai cette expérience où à l'époque j'étais dans une banque, je suis allé voir mon banquier pour faire financer mon projet, et il m'a sorti un taux. Je suis allé voir CAFPI, que je connaissais déjà. Et là, CAFPI m'a sorti un meilleur taux avec cette même banque. J'ai trouvé ça incroyable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a accès à l'ensemble des partenaires bancaires de la place, que ce soit des partenaires bancaires nationaux ou des partenaires bancaires régionaux. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on est client d'un établissement bancaire, on a tendance à se dire que par défaut, ça fait 10, 15, 20 ans qu'on est dans cette banque, on a toute la famille dedans, et on a envie de se dire qu'en tant que client bancaire depuis des années, on aura les meilleures conditions. Ce qui est rarement le cas, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui, le fonctionnement que vous avez dans votre banque avec vos revenus et l'épargne potentielle, c'est de l'acquis pour l'établissement bancaire. Il va préférer aller capter un client à l'extérieur. Et les établissements bancaires comptent aussi sur l'aspect novice du client, oui, et la méconnaissance qu'ils peuvent avoir potentiellement du marché de l'immobilier, des conditions tarifaires pratiquées par les établissements bancaires. Ce qui n'est pas notre cas. Déjà, les points d'entrée ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand le client, lui, fait sa demande auprès de son conseiller, nous, on va directement rentrer par un point qui est la région. Avec donc directement les décideurs. D'accord. Oui, donc là, ce n'est pas de la négociation sur mon agence, par exemple à Anglette, 5 cantons. Vous allez avoir la capacité de négocier au niveau national ? Au niveau région, puisque c'est là où sont basés finalement les décideurs. Très pour bien. Faire simple, aujourd'hui, le fonctionnement d'une demande en agence, effectivement, demain, on va sur notre agence des Anglais de 5 cantons, on va faire la demande à son conseiller, qui va devoir en référer à son directeur d'agence, et, fonction des conditions demandées, aller en région pour valider ces conditions tarifaires. Nous, c'est l'inverse. Notre point d'entrée, c'est directement ces décideurs-là. Donc, on est en capacité déjà d'avoir une visibilité plus claire sur les conditions qu'ils peuvent pratiquer, et clairement de dire à nos établissements bancaires, donc voilà, aujourd'hui nous avons le dossier de vos clients entre les mains, faites-nous les meilleures conditions et votre client restera client. Si elles sont moins bonnes, on aura la possibilité d'avoir des conditions meilleures dans un autre établissement. Et donc c'est incroyable, parce que là je vous parlais tout à l'heure il y a 20 ans, mais à l'époque, moi j'avais la chance de connaître CAFPI, tout simplement. Pourquoi ? Parce que j'avais à l'époque un magazine immobilier, mais il y a 20 ans en fait, les courtiers en prêt immobilier existaient quasiment pas.
C'est-à-dire que la part de marché, elle était vraiment minime. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, elle a augmenté, puisqu'elle a combien aujourd'hui? Aujourd'hui, combien représente, combien de pourcents en fait sur, on estime aujourd'hui à 40%, un peu plus, le volume des transactions qui sont donc de la distribution des prêts immobiliers qui passent par un courtier. Par un courtier, en France. En France. Dans d'autres pays? Il y avait des comparaisons dans d'autres pays? Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut partir de l'historique. Il faut savoir qu'il y a encore quelques années en arrière, à peine 5 ans, le marché du courtage représentait à peine 20%. Donc en l'espace de 5 ans, en l'espace de 5 ans, on a beaucoup grimpé puisqu'on est passé à 40%. Et si on regarde au niveau européen, voire mondial, c'est un marché qui est en plein essor et qui va continuer de prendre des parts de marché, puisque sur les pays anglo-saxons, on est à 60% de parts de marché. C'est quand même une bonne référence, c'est pas ce que dire. Ce qui est une très bonne référence, puisqu'on est quand même là aux frontières de la France. Et si on va outre-Atlantique, le réflexe, c'est l'inverse. Le réflexe d'un client aux États-Unis, par exemple, c'est dans un premier temps d'aller voir un courtier avant même de solliciter sa banque. Donc c'est le mécanisme inverse. Et eux, vous avez des belles années devant vous, on va dire. On a encore de belles années. Et sur les parts de marché, en tous les cas, là c'est réel. Bien sûr. Et au-delà de ça, ça traduit aussi un autre élément. Au-delà des parts de marché du courtage, c'est la volonté des clients d'être accompagnés et de passer par des organismes comme les nôtres pour prendre en charge leurs demandes et optimiser l'ensemble de leur financement. Alors justement, par rapport à ça, je sais que vous avez le contrat garanti. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors, on a effectivement le contrat de garantie qui est sur 5 engagements. Un contrat de garantie qui est décliné pour nos acquéreurs, pour les clients vendeurs et pour les professionnels de l'immobilier, qui vont leur permettre d'avoir un certain nombre de points de passage sur lesquels ils vont pouvoir être rassurés, notamment la solvabilité du dossier. On a la possibilité de vous éditer des certificats de faisabilité, ce qui permet en tant qu'acquéreur de pouvoir aller en visite en agence immobilière ou en direct en particulier, en annonçant préalablement aux vendeurs potentiels qu'on est solvable, que l'étude a été faite et que selon les critères qui nous ont été fournis, le dossier sera viable. Moi je trouve ça vraiment bien, puisqu'il y a une vidéo aussi par rapport à ça, on va vous la passer, ça dure 10 secondes aussi, hein, c'est pas 3 heures, mais en tous les cas ça explique clairement le contrat de garantie pour les acquéreurs, parce qu'il y a aussi celui du vendeur, on va pouvoir en parler après. Voilà, on vous passe la petite vidéo. Vous avez un projet de crédit immobilier? Grâce au contrat de garantie CAFPI, obtenez votre avis de faisabilité et évaluez votre capacité d'emprunt sur cafpi.fr. C'est gratuit, simple et immédiat. Donnez vie à vos projets en agence et sur cafpi.fr. CAFPI, expert en crédit. Alors, vous conseillez l'avis de faisabilité? C'est important pour l'acquéreur. Alors, j'ai épargné, hein, d'accord, j'ai mis d'argent de côté, je suis venu vous voir, j'ai fait une simulation aussi sur le site internet. Quel est mon avantage d'avoir tout de suite cet avis de faisabilité? Il y en a plusieurs. D'abord, effectivement, on peut faire des simulations, qu'on soit professionnel de l'immobilier, qu'on soit vendeur ou acquéreur, on a la possibilité, par quelques règles très basiques, de se dire est-ce qu'on peut être éligible au financement ou pas. Ça reste des simulations. Le certificat de faisabilité, il est un peu plus poussé. Ça sous-entend qu'on a reçu le client en rendez-vous, qu'on a étudié l'ensemble des documents et qu'on a validé la solvabilité du dossier en amont auprès de nos partenaires bancaires. C'est-à-dire qu'en règle générale, quand ce certificat est émis, c'est qu'on sait derrière qu'on aura nos partenaires bancaires, quels qu'ils soient, qui mettront en place le financement. Donc il y a plusieurs choses. C'est d'abord, en tant qu'acquéreur, on n'est plus crédible aux yeux des vendeurs, parce que malheureusement, le constat il est que les règles de bancaires se sont durcies, que des refus de prêt, on commence à en avoir de plus en plus, y compris sur des profils sur lesquels on n'avait pas de refus jusqu'à très peu de temps. C'est-à-dire, du style, vous avez des exemples par rapport à ça? Oui, bien sûr. Alors, on a notamment ce qu'on appelle les secondo-accédants, donc les gens qui ont déjà acheté, qui ont déjà fait des opérations, qui sont plus ou moins affûtés, mais qui ont un taux d'endettement qui dépasse un peu ces fameuses recommandations du HCSF, on en reparlera tout à l'heure, de 33%, ces normes d'endettement, où précédemment les établissements bancaires n'avaient pas de difficulté à aller sur ce type d'endettement, et où aujourd'hui on a malheureusement de plus en plus de refus. Alors, donc le taux d'endettement, donc ça c'est la recommandation, à 33%. Ce qui veut dire auparavant, on pouvait s'endetter à 40%, 45%? Alors, on avait un raisonnement qui était un peu... Les banques avaient un raisonnement qui était un peu différent. Il y avait le taux d'endettement d'une part, qui était un élément malgré tout important,
mais derrière, il y avait aussi une notion de reste à vivre qui était très importante pour les établissements bancaires. Et il n'était pas là d'avoir effectivement des clients qui, sur le papier, avaient un endettement supérieur à 33%, qui pouvait monter jusqu'à 40, voire 45 selon les profils, encore une fois, les revenus, le patrimoine, qui soit immobilier ou mobilier, parce que la banque se basait aussi beaucoup sur le reste à vivre. Aujourd'hui, les recommandations du HCSF, elles ont été très claires. Fin 2019, le HCSF a passé 2 recommandations. Donc le HCSF, pour les novices, c'est le Haut Conseil de stabilité financière, qui notamment est chargé de réguler la distribution des prêts au niveau des organismes bancaires et les normes qui l'entourent. Donc ils ont passé 2 recommandations très fortes, principalement demander aux établissements bancaires de ne plus financer sur un endettement supérieur à 33%. Alors, supérieur à 33%, je comprends, hein, pour le couple qui gagne 3 000 € par mois, si je calcule bien, 33% sera 1 000 € par mois. Tout à fait. Celui qui gagne 6 000, donc c'est 2 000, mais il lui reste un reste à vivre de 4 000. C'est aujourd'hui la grosse problématique qui émane de ces fameuses recommandations, qui est un élément contre lequel on se bat, et les établissements bancaires se battent aussi, parce qu'effectivement, un taux d'endettement sur des revenus plus hauts, à 33 ou à 35, la différence elle est très faible, puisque le reste à vivre est très conséquent. Malgré tout, ces recommandations-là, suivant les établissements bancaires, elles sont plus ou moins, ça reste des recommandations, mais elles sont suivies à la lettre ou non. Et voilà, certains établissements bancaires ont des latitudes. Ce que, ce que vous ne pouvez pas connaître en tant que client, parce que ce n'est pas votre métier, c'est naturel, ce que nous on connaît. Bien sûr, donc on sait c'est notre quotidien. Voilà, c'est notre quotidien, on travaille avec les établissements bancaires, les décideurs et les patrons des risques en banque. Et donc du coup on l'anticipe, et en fonction du profil, on va savoir dire oui, ok, nous le dossier est solvable, mais peut-être pas dans la banque du client, peut-être pas dans la banque que vous aviez envisagée, mais dans un autre établissement. Alors c'est quoi l'avantage de passer par un courtier ou par CAFPI, pardon. C'est quoi mon intérêt? Est-ce que ça me coûte plus cher? Est-ce que ça me coûte moins cher? Est-ce que, il y en a quand même 40% qui passent par des courtiers, mais il y en a quand même 60% qui aujourd'hui ne l'ont pas fait. Et c'est quoi l'avantage en fait? Alors, déjà sur les 60% qui ne l'ont pas fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, oui, on prend beaucoup de parts de marché et on va continuer d'en prendre. Malgré tout, aujourd'hui, le réflexe bancaire, le réflexe des clients français, et il est normal, c'est de passer par sa propre banque en se disant, ça fait 20 ans que je suis client, je devrais avoir une meilleure condition. J'ai mon confort, j'ai toujours mon banquier, voilà. Ce qui est pas forcément toujours le cas. L'avantage qu'on a effectivement de passer par un courtier, et en tout cas CAFPI, c'est que nous, déjà, on est aujourd'hui le seul établissement de crédit en succursale. Ce qui est hyper important, puisque ça veut dire que toutes les négociations qui sont faites au niveau des partenariats bancaires est gérée par notre cellule nationale et mis au profit de l'ensemble de nos agences. En fait, vous avez une force nationale. Oui. En plus, c'est un groupe indépendant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fonds, c'est vraiment les créateurs, il me semble, qui sont c'est ça. Complètement... Les frères Assouline, qui étaient à la création de l'entreprise, sont toujours détenteurs de l'intégralité des parts de l'entreprise. Ils sont entièrement indépendants à leur niveau, et nous, dans l'entreprise, on n'a aucun fonds, ni assureur, ni banque, ni quoi que ce soit, ce qui garantit aussi, en plus de l'indépendance de nos mandataires, une neutralité de l'ensemble des intervenants de la chaîne. Et concernant justement le certificat, l'avis de faisabilité, donc j'ai un projet immobilier, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai ce certificat, pardon. C'est intéressant ça pour les agences immobilières. Si je viens les voir en disant voilà, regardez, j'ai mon certificat. Bien sûr. Donc comment est-ce que les agences le prennent en compte? Est-ce qu'ils ont l'habitude de ça déjà? De plus en plus, surtout avec malheureusement la crise sanitaire qu'on traverse. Aujourd'hui, c'est un élément qui est de plus en plus demandé par les professionnels de l'immobilier dans leur service aussi de qualité que eux apportent à leurs clients acquéreurs, mais aussi leurs clients vendeurs, en leur présentant des clients qui sont solvables. Encore une fois, via les recommandations du HCSF, ce que je vous disais tout à l'heure, on a de plus en plus de dossiers qui sont potentiellement refusés sur la base même d'une simulation de l'établissement bancaire du client. Ce qui est problématique, c'est que là, on a de plus en plus de clients qui viennent avec des simulations faites par le conseiller, qui sur le papier va leur dire « bah oui, moi je vous suis sans problème ». Et une fois que le dossier est engagé, refuse le dossier au motif que pas suffisamment d'apport dans l'opération, un endettement dépassé, ce qu'il aurait pu voir avant.
Surtout que c'est très... pour bien connaître les agences immobilières, et vous travaillez énormément aussi avec, Bien sûr. pour une agence qui commence des visites, donc un futur acquéreur qui signe le compromis et elle arrive quelques mois après où en réalité il n'a pas le droit au crédit, c'est problématique. Hein. Ben, c'est catastrophique pour tout le monde, pour le vendeur qui lui bien souvent a un projet d'acquisition derrière et donc va être pénalisé parce qu'il va être obligé de remettre à la vente son logement avec le délai de vente incompressible de 3 mois minimum si tant est qu'il retrouve un acquéreur de suite. Pour l'acquéreur qui lui s'est projeté, et là on parle bien souvent d'un projet de vie, ce qui est normal, on achète sa résidence principale, on fait un projet de vie, on se projette sur 10, 15, 20 ans, donc c'est catastrophique pour l'acquéreur et pour l'agence immobilière parce que c'est aussi sa crédibilité qui peut être mise en cause face à un vendeur. Pas très sérieux. Ben, oui, c'est toujours dramatique pour l'ensemble des intervenants, d'où l'intérêt, et nous effectivement on a décliné ce contrat de garantie en trois contrats distincts pour notre acquéreur, pour notre vendeur, parce que le vendeur aussi est en capacité de nous envoyer du client, de nous envoyer un contact, pardon. Pour s'arrêter juste sur le contrat de garantie vendeur, oui. Je vous propose qu'on passe la vidéo qui correspond pour bien expliquer aux personnes qui nous regardent ce que c'est. On vous passe la vidéo. Pierrick, le contrat de garantie, en fait, c'est pas uniquement pour les acquéreurs, c'est aussi pour les vendeurs, on vient de le voir. Bien sûr, je vous disais, acquéreur, vendeur, professionnel de l'immobilier, parce que chaque interlocuteur va avoir des attentes par rapport aux engagements qu'on va être en capacité de prendre. L'acquéreur, lui, va attendre un certain nombre de choses. Le vendeur, il a besoin aussi simplement d'être dans une position de confort et de se dire moi j'ai confié mon potentiel acquéreur à un professionnel qui va s'assurer de la solvabilité du client. On va être dans l'anticipation aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger potentiellement avec lui, avec l'accord préalable de l'acquéreur. On va pouvoir leur communiquer les accords qu'on obtient pour qu'eux aussi puissent se projeter derrière sur une acquisition ou sur toute autre chose. Et c'est aussi de les protéger, protéger ces vendeurs qui, eux, une fois qu'ils sont engagés, à l'inverse d'un client acquéreur qui, comme le veut la loi française, et c'est normal, sont très protégés. Le vendeur, lui, il est un peu moins. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a engagé sa vente, lui ne peut plus sortir d'un compromis. Le client acquéreur peut, mais lui non. Même il n'est pas solvable, il se retrouve, il a perdu 3 mois. Tout à fait. Donc on va être dans la protection, dans l'anticipation de verrouiller le financement, verrouiller la vente pour que derrière, acquéreur, encore une fois, vendeur et agent immobilier puissent travailler main dans la main et sereinement pour l'aboutissement de ce projet. Alors justement par rapport à ce contrat de garantie, si j'ai bien compris, je vends mon bien immobilier, j'ai une agence immobilière qui vient me voir, je peux très bien lui demander qu'il aille vous voir en fait, que le futur acquéreur avant de signer le compromis, en tant que vendeur, je peux dire non, allez voir CAFPI, c'est un partenaire, vous leur demandez l'avis de faisabilité et je signerai le compromis après. Complètement. Ça se fait souvent ? Complètement, et ça se fait de plus en plus depuis que... Alors, en fait, si vous voulez, chez nous, c'est un document, notamment le certificat de faisabilité, c'est un document qui n'est pas nouveau, mais qui était très peu demandé jusqu'à il n'y a pas très longtemps, que ce soit par les vendeurs ou que ce soit par les professionnels de l'immobilier. D'accord. Mais là, qui, avec les différents événements, le durcissement des règles, la crise sanitaire qu'on traverse, est de plus en plus demandé. Donc oui, aujourd'hui, un vendeur a la possibilité de nous envoyer son acquéreur. Et ça arrive de plus en plus souvent, notamment sur des clients qu'on a financés précédemment. En règle générale, c'est des clients qu'on a financés il y a 4, 5, 6 ans en arrière et qui ont gardé contact avec nous et qui vont nous dire tiens, aujourd'hui je vends, j'étais passé par votre intermédiaire, je veux vous envoyer mon acquéreur. D'accord. Et justement, par rapport à ce même vendeur, imaginez, ça peut arriver, avant de signer mon compromis, d'accord, avec cet acquéreur, est-ce que je peux, une agence immobilière vient me voir avec une garantie de crédit d'une autre banque ou d'un courtier, est-ce que je peux exiger, est-ce que j'ai le droit d'exiger à cette même agence ou à ce futur acquéreur ce certificat ou pas ? Alors,
je vais être un peu plus doux sur la partie, sur la notion d'exiger. En tout cas, oui, le client vendeur peut le demander et peut effectivement dire à l'agence immobilière ou à l'acquéreur, ben non, tant que je n'ai pas ce certificat-là, en tout cas celui de CAFPI, je ne souhaite pas signer mon compromis et donc je ne donne pas suite à la proposition. Voilà. Aujourd'hui, un client, quel qu'il soit, n'a pas d'obligation, en tout cas, il n'y a pas de contrat d'exclusivité entre un client et un courtier. C'est-à-dire que même si le client aura vu certains de nos confrères, aura aussi la faculté de venir nous voir. Après, parce que si j'ai bien compris, vous avez des accords aussi avec des agences qui vous apportent des affaires. Bien sûr. C'est ça. Bien voilà. sûr. Et à l'inverse, d'autres agences ont des accords avec d'autres courtiers. Complètement. Mais on est dans un métier, dans un métier qui est un métier connexe, où les clients ont aujourd'hui besoin d'accompagnement et de plus en plus sur un certain nombre de sujets. Donc il va être pris en charge par l'agent immobilier qui lui va faire tout le travail sur la partie de la vente du bien, tout ce qui va être réglementaire et obligatoire et normé dans leur métier. Et nous, on va faire la même chose. Donc effectivement, on est sur des métiers qui sont connexes. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on est aussi sur des professions qui sont de plus en plus réglementées. Oui. J'en veux pour preuve, il n'y a pas très longtemps, une jurisprudence qui a été actée, parce qu'un agent immobilier a présenté un client acquéreur non solvable à un vendeur. Et le vendeur s'est retrouvé un peu coincé parce que lui vendait derrière, achetait derrière. Et malheureusement, l'acquéreur, le vendeur a porté ça devant les tribunaux et il a gagné. L'élément retenu, c'était effectivement le fait que, en tant que professionnel de l'immobilier, le courtier comme l'agent immobilier devait s'assurer de la solvabilité de ce client. Et donc, c'est là qu'intervient le fameux contrat de garantie et ce fameux certificat de faisabilité qui là nous engage quand même un minimum, parce que ça veut dire qu'on a fait un travail préparatoire sur le dossier. C'est du sérieux, bien sûr. Justement, sur le Pays Basque, par exemple, aujourd'hui, il y a le financement moyen, j'allais dire, c'est quoi, 500 000, 100 000 aujourd'hui Alors, le financement moyen, je distingue deux parties, puisque j'ai en charge les deux agences de Biarritz et de Bayonne. Biarritz qui fait Biarritz et qui va jusqu'à Hendaye, Bayonne qui remonte jusqu'à Souston. On est sur des montants moyens qui sont très proches quand même entre les deux. Oui. Sur Biarritz, on est sur un montant moyen qui est de 240 000 €. De financement sur combien financement. Sur le temps moyen, c'est 20 ans. 20 ans. Voilà, à peine plus, 21 ans si on veut être très précis. Donc c'est 240 000 € sur Biarritz et sur Bayonne, on est à 220 000. Oui, donc une petite différence. Aujourd'hui, ça c'est le taux moyen, mais le maximum, j'allais dire, et le minimum, c'est quoi alors, sur les financements ? C'est très varié. On a des financements selon le type de bien, la localisation. Est-ce qu'on est sur la côte ? Est-ce qu'on est dans l'intérieur du Pays Basque ? Est-ce que c'est un bien qui est dans l'ancien à entièrement rénové ? On va sur des financements qui sont entre 60 000, je dirais, et qui peuvent monter jusqu'à 1, 2, 3 millions. Alors justement, par rapport à ces budgets de 60 000 ou 1 ou 2 millions d'euros, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de mettre de l'argent de côté, je dois apporter un minimum. Je ne peux pas financer mon projet à 100%. Alors, on a plusieurs solutions aujourd'hui. Heureusement, on a encore des établissements bancaires qui accompagnent ce financement sur des valeurs supérieures à 100% du prix du bien. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle chez nous du surfinancement, un financement à 110%. C'est-à-dire qu'on va être en capacité de financer non seulement le prix d'acquisition, mais aussi les frais annexes, frais de notaire et frais de garantie par exemple. Mais ces établissements-là deviennent de plus en plus rares. Donc ça existe encore. J'ai pas d'apport, éventuellement je peux financer à 100%. On peut, si tant est que, comme on le disait tout à l'heure, on est aussi en capacité de prouver à l'établissement bancaire que malgré le fait que je n'ai pas d'apport au démarrage, j'ai un fonctionnement de compte qui est suffisamment sain pour pouvoir assumer ces fameuses mensualités que je pourrais avoir demain. Mais sinon, si on veut pouvoir s'ouvrir un maximum de portes au niveau bancaire, parce qu'encore une fois, je vous le disais, ces établissements-là existent, mais ils sont très peu nombreux. Les conditions de taux ne sont pas les meilleures non plus. D'accord. Oui, donc d'un côté, je n'ai pas d'apport, mais je peux peut-être payer un peu plus cher qu'ailleurs. C'est ça, puisque encore une fois, le fonctionnement aujourd'hui, c'est le risque bancaire. Donc un établissement bancaire qui va être en capacité de financer au-delà de la valeur du bien, elle va prendre un risque que les autres établissements bancaires ne veulent pas prendre.
Et par conséquent, elles vont un peu le faire payer, puisqu'elles vont prendre ce risque là où personne ne veut aller. Alors on n'est pas dans des proportions qui sont énormes, hein, mais on peut être 0,10, 0,20 au-dessus des conditions de marché. Mais derrière, si on veut s'ouvrir un maximum de portes au niveau des établissements de financement et s'assurer de la solvabilité d'un dossier chez le plus grand nombre, on considère qu'aujourd'hui, il faut, dans l'idéal, avoir en apport l'ensemble des frais. Ce qui représente quoi, 10% à peu près Ce qui représente, bon an, mal an, ce qui représente à peu près 10% entre les frais de garantie, les frais de notaire, les honoraires de courtage et ou frais de dossier bancaire. Voilà, et donc, là on va parler du Pays Basque. Je suis un jeune couple, j'ai une capacité de financement à 240 000 €. Qu'est-ce qu'on me conseillait d'acheter aujourd'hui ? J'ai mon financement de 240 000 €, j'ai apporté mes 10%, 20 000 € à peu près. Vous me conseillez d'acheter quoi dans l'immobilier avec ce financement ? Nous, après, cette partie-là, c'est une partie qui est moins notre sujet. C'est-à-dire que nous, on va s'assurer de la solvabilité encore de l'acquéreur. On va s'assurer de lui dégager une enveloppe qui va être dans son budget, dans ses moyens. Et derrière, fonction de ça et des critères qu'il a, ça va être plus à ce moment-là l'agent immobilier qui va le conseiller sur le type de bien. Est-ce que si je suis effectivement en couple, célibataire, et que j'ai un budget de 240 000 €, est-ce que je peux trouver un F2 ou un F3 sur Biarritz, Bayonne, ou est-ce qu'il faut que j'aille dans l'intérieur des terres ? Ça, c'est derrière le travail des agents immobiliers. Alors justement, 240 000 €, c'est le prêt moyen sur le Biarritz. Vous avez dit 20 ans, ça représente combien en mensualité à peu près ? Aujourd'hui, sur 20 ans, ça va dépendre des conditions et de l'optimisation qu'on va pouvoir faire du financement, mais sur 240 000 € d'emprunt, on doit être aux alentours des 1 000 €. D'accord, donc 1 000 € de remboursement, donc c'est plutôt pour des revenus à 3 000 €, j'allais dire, sur le secteur. Donc voilà, avec les biens aujourd'hui qui proposent au Pays Basque, je pense qu'il peut acheter un T3 à peu près, enfin pas Biarritz évidemment, quoi, mais et au niveau justement de ces financements-là, est-ce que vous avez des exemples, vous, de personnes qui ont financé 200 000 € avec c'est quoi, c'est des couples avec des enfants, qu'est-ce qu'ils ont acheté ? On a un peu de tout. Alors, ce qui est certain, c'est que le marché immobilier de la côte, on va dire, a énormément grimpé. Il y a une demande des acquéreurs qui est importante et paradoxalement un nombre de biens disponibles à la vente qui est lui un peu moins important. Donc forcément, le jeu de l'offre et de la demande n'est pas tout à fait identique, ce qui a tendance à faire remonter un peu les conditions de taux. On a un peu de tout. Après, on a des clients qui vont venir rentrer un peu dans les terres. Pour acheter une surface identique, mais avec un prix d'achat plus faible. On a financé un peu de tout, En fait, vous voyez vraiment la réalité du marché, parce que souvent on parle du marché de l'immobilier, les prix affichés, ce qui se vend vraiment, mais là vous voyez, je veux dire, la finalité d'une certaine manière. Vous n'êtes pas notaire, mais vous allez jusque-là, vous voyez les prix qui sont vendus tous les jours. Oui, puisqu'on est encore une fois du démarrage du projet du client à son aboutissement. Donc entre le moment où on a calculé son enveloppe, le moment où il a signé son compromis et sur le prix sur lequel il s'est engagé, le moment où il finalise, oui, on est au courant de tout ce qui se passe. Justement, c'est le moment d'acheter pour vous au niveau des taux, là, ça vaut vraiment le coup. Est-ce que ça va encore baisser ou comment vous voyez ça, comment vous projetez pour 2021 ? Encore baisser. Alors, est-ce que c'est le moment d'acheter ? Oui, ça fait déjà, on va dire que ça fait déjà depuis 2016 que les taux ne cessent de descendre. Alors, chaque mois, on se disait qu'on a atteint des taux historiquement bas, ce qui est vrai, et ce qui s'est confirmé là sur 2019-2020 avec des taux qui restent très bas. Et pour la projection qu'on pourrait faire pour 2020, on sait que ça ne va pas augmenter. D'accord. Ou alors pour 2021, vous voulez dire. Pardon, oui, pour 2021, on sait que ça va augmenter. Au pire des cas, on va être sur des conditions de taux qui vont quasiment être ISO, parce qu'on frise quand même le zéro sur certaines durées. Il n'est pas rare d'aller sur des durées de 10 ans, des petites durées, des durées très courtes, sur des taux qui sont inférieurs à 0,50. Donc on reste très bas, et on sait qu'on va le rester au moins sur les 6 prochains mois. Et si on en croit les autres indicateurs, l'année 2021 devrait rester une année avec des taux très bas. Donc oui, c'est le moment d'acheter, puisque forcément, c'est aussi l'effet de la demande croissante des acquéreurs qui fait que quand précédemment vous aviez des taux à 5%, un client pouvait peut-être pas, il n'avait pas le même budget pour 1 000 € remboursés. Là aujourd'hui, avec des conditions qui sont très basses, il se débloque des enveloppes qui sont un peu plus importantes. Donc c'est potentiellement une pièce de plus. Même si les prix ont augmenté, le financement, le crédit, en fait,
ça me compense un peu, j'allais dire. C'est ça. En fait, mais le prix a augmenté, mais pas aussi rapidement que le mécanisme de la baisse de la baisse de taux et de la capacité que ça me génère en plus. Mais de toute façon, ils ne prennent pas vraiment de risque, puisque vous n'avez pas que cette activité-là. Vous avez, on va en parler tout à l'heure, l'assurance emprunteur, mais vous avez aussi la renégociation de prêt. Ce qui veut dire aujourd'hui, si je m'engage même à 1%, rien ne m'empêche dans 3 ans de renégocier mes crédits avec vous, quoi. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on a plusieurs casquettes et on est effectivement expert en crédit, puisqu'on a quatre activités principales, toutes exercées par des mandataires spécialisés. On a nos mandataires qui sont spécialisés dans l'immobilier, on a nos mandataires qui sont spécialisés dans le financement des professionnels, et effectivement, on a une autre casquette qui est le financement, alors pas de la renégociation en tant que telle. La renégociation en tant que telle, ça on peut le faire via nos mandataires immobiliers. Simplement, j'ai acheté un bien, j'ai eu des conditions X. À 6%, j'ai envie de les renégocier. Les conditions sont plus favorables, je peux faire racheter ce prêt-là. Mais on a aussi une autre activité qui est le regroupement et la restructuration de crédit. Ah oui. Qui est aussi importante, puisque aujourd'hui, ça va permettre de pouvoir restructurer les dettes d'un client. On ne parle pas de surendettement, on parle de mauvais endettement, soit parce que obligation, soit parce que aléa de la vie, j'ai un prêt immobilier, derrière j'ai les enfants qui sont rentrés les études, j'ai cassé la voiture. Voilà, ils ont pas de chance, des études et ça coûte forcément cher, ou la voiture effectivement a été à changer, c'est en fait une accumulation de petits prêts. Mais de mensualités qui peuvent demain bloquer un budget. Donc ça, on a la capacité de pouvoir racheter l'ensemble de ces créances-là, de les regrouper pour alléger les mensualités sur une durée plus ou moins longue. Alors, ça, on peut le faire. Alors là, j'essaie de bien comprendre, mais je peux le faire peut-être aussi. Imaginez aujourd'hui, j'ai 25 ans, j'ai pris un crédit voiture, j'ai pris un crédit là, et j'ai envie de faire financer mon projet immobilier. Est-ce que j'ai la possibilité, justement dans le certificat, dans l'avis de faisabilité, de vous dire, voilà, en même temps, je vais renégocier mes crédits, donc en fait, prendre un crédit immobilier, plus renégocier en même temps ces charges qui me pèsent à 20% par exemple, qui pourraient m'empêcher d'avoir un crédit. Complètement. À partir du moment où dans l'endettement et où on respecte les normes bancaires et les recommandations du HCSF, oui, et ça arrive de plus en plus, d'ailleurs, c'est des solutions qu'on propose à certains clients, mais aussi à nos agents immobiliers, parce que parfois, encore une fois, les aléas de la vie ont fait qu'on a été obligé de faire appel à un certain nombre de prêts, qu'au moment où on veut faire l'acquisition, c'est le bon moment, mais que ces prêts-là viennent nous gêner. Donc nous, on va intervenir sur 2 volets. Un, sur la partie restructuration de ces fameux crédits conso pour les rallonger et diminuer la mensualité, l'alléger en tout cas, pour permettre de laisser place à une acquisition immobilière derrière. Voilà, ce qui lui permet lui, de nettoyer un petit peu ses endettements d'avant, j'allais dire, pour avoir un vrai projet, quoi. C'est ça. Et même si, alors, l'exemple, je suis célibataire, j'ai acheté ma voiture, j'ai acheté ça, je rencontre une compagne pour avoir ce projet, elle n'a pas d'endettement, on peut renégocier comment ça se passe, je garde mes dettes. Après, tout va dépendre du régime matrimonial du couple. Si on est en union libre, le client qui porte la dette, on va lui laisser la dette, simplement on va la rallonger pour lui faire une mensualité allégée. Et ça, c'est uniquement sur la restructuration. Sur l'acquisition, on aura les deux noms. De toute façon, si j'ai bien compris, votre objectif, puisque chaque conseiller de CAFPI est indépendant, c'est que la personne qui vient vous voir, c'est de réussir à avoir un crédit immobilier pour lui. Oui, c'est de réussir à l'accompagner dans son projet de vie. C'est pas de réussir dans n'importe quel but et n'importe comment. Oui, ça, c'est un point d'honneur qu'on a chez nous. On restera toujours dans le conseil et dans l'accompagnement client. Ça, c'est le point d'orgue de l'entreprise et au niveau national. Donc on ne fera pas n'importe quoi. En revanche, vous n'avez pas forcé. Non, on forcera jamais. On pourrait le penser. Est-ce que si vous touchez une commission au moment de, on pourrait imaginer des conseillers qui disent non, il faut absolument, non, ça n'existe pas. De toute façon, vous avez quoi, des repères par rapport à ça au niveau national, par collaborateur? On a des chartes qui sont à respecter nous en interne. Derrière, on a nos obligations et puisqu'encore une fois on est indépendant, on est aussi sous le coup des organes de contrôle comme l'ACPR et la DGCCRF qui encadrent notre profession. Très bien. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi et on ne veut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va travailler systématiquement avec nos clients sur 2 axes. Ce que nous, on va retrouver du calcul qu'on va pouvoir avoir pour sa capacité d'emprunt, mais ce que le client va attendre aussi de l'autre côté. Ce qui parfois est 2 choses complètement différentes. C'est-à-dire que nous, si j'ai un client, pour vous imager un peu tout ça, si j'ai un client qui me dit moi voilà, je veux que mes mensualités ne dépassent pas 800 € par mois, je vais faire 2 calculs avec ce client. Un qui va répondre à sa demande,
monsieur, en fonction des critères que vous m'avez donnés, et compte tenu de vos attentes, 800 € par mois, vous bénéficiez de telle enveloppe. Mais, de par, moi, les calculs que je fais, et l'endettement max du HCSF, je vais peut-être avoir un montant supérieur ou inférieur. Et ça, on va recaler directement le client par rapport à tout ça, en fonction de ses besoins, de ses attentes, et de la réalité économique du dossier en lui-même. Ouais, c'est vraiment un conseil approfondi sur chaque dossier qui est complètement différent, j'imagine. Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a aucune règle, il n'y a aucun dossier qui se ressemble. Chaque client a une composition du foyer différente, chaque client a des ambitions, des objectifs bien différents. Histoire différente. Voilà, donc c'est vraiment du sur-mesure pour tous les clients. On n'a pas une règle absolue où on se dit tout le monde doit rentrer dans ce cadre-là. Et c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui fait la grande force d'un réseau comme le nôtre et de l'accompagnement qu'on va faire de nos clients. C'est du sur-mesure. Alors quand vous dites sur mesure, et là on va venir sur l'assurance emprunteur. Oui. Sur mesure, évidemment, si je fais un crédit à 20 ans, si je le fais à 50 ans ou plus tard, si je suis marié avec des enfants, je pense que cette assurance emprunteur, alors il me semble que, vous me disiez tout à l'heure, avant notre live, qu'il y a eu des changements de loi, c'est ça? Oui, l'assurance emprunteur, c'est, et je te remercie d'aborder le sujet, l'assurance emprunteur, c'est la 4e casquette que l'on a, encore une fois, courtier en prêt immobilier, courtier en assurance emprunteur, en financement professionnel et en regroupement de crédit. Et c'est un levier qui est hyper important pour plusieurs choses. D'abord, effectivement, précédemment, les établissements bancaires avaient tendance à forcer un peu l'assurance groupe de l'établissement de crédit. Donc en gros, ils donnaient un crédit et à chaque fois, en gros, j'étais obligé de passer par eux, j'avais pas trop le choix. C'est ça. Et c'était monnaie courante, c'était dans les mœurs, c'était pas forcément un sujet préalablement. Et pour lever tout ça, en 2010, il y a eu une première loi qui a été votée, qui était la loi Lagarde, qui nous disait aujourd'hui un emprunteur a la possibilité, la faculté d'apporter à la banque un contrat d'assurance externe. D'accord ? Si tant est que ce contrat-là était identique au contrat de la banque. Oui. Sauf que, comme bien souvent, pas suffisamment encadré, et les établissements bancaires ont continué leur mode de fonctionnement en disant aux clients ok, mais si vous prenez le contrat externe, le taux que je vous ai annoncé, c'est plus celui-ci, c'en est un autre. Ah oui. Et il était majoré, puisque aujourd'hui, compris. La partie assurance emprunteur est un élément qui génère aussi de la marge. C'est ça, c'est les ventes associées. Et un établissement bancaire, ils ne sont pas non plus philanthropes, il faut qu'ils fassent de la marge. Et l'assurance emprunteur est un moyen de faire de la marge de manière importante. D'accord. Donc il y a eu cette première loi-là. Ensuite, en 2015, il y a eu la loi Hamon, qui est venue se rajouter et encadrer un peu plus, compte tenu de ce premier constat, qui était de dire, ok, mais à ce moment-là, le client emprunteur aura la faculté de remplacer son assurance emprunteur dans les 12 mois qui suivent la mise en place de son prêt. Ah oui, donc vous pouvez très bien passer par la banque, mais dans les 12 mois, rien ne m'empêchait d'aller voir un autre prestataire. Exactement. Et renforcé là très récemment par la loi Bourquin, qui nous dit que passé ces fameux 12 mois, on a la faculté, à date anniversaire de l'acceptation de notre offre de prêt, de changer de contrat tous les ans. Donc ça, c'est pendant 10 ans, je peux changer systématiquement mon assurance emprunteur. C'est quoi l'avantage? Déjà, c'est une obligation, l'assurance emprunteur. C'est une obligation, oui. Aujourd'hui, les établissements bancaires vont demander à ce que les emprunteurs puissent être couverts. C'est une obligation pour l'établissement bancaire, mais c'est aussi une forte recommandation pour les clients qui sont, eux, emprunteurs, puisque cette assurance va les couvrir en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité de travail, etc. Donc, c'est-à-dire que demain, s'il arrive quoi que ce soit, il faut qu'ils soient couverts, ne serait-ce que pour protéger le conjoint ou les descendants comme les enfants. Bien sûr. Voilà. Donc si je prends un crédit en effet pendant 20 ans, il m'arrive un truc, je veux dire, le fait d'être assuré me permet tout simplement d'épargner des difficultés financières à ma famille, quoi. Complètement. Donc c'est une obligation déjà, j'imagine. Déjà l'assurance est obligatoire, mais après elle est modulable. On fait un petit peu ce qu'on veut. Non, une fois que... c'est là où encore une fois, tout notre travail est important dans l'optimisation du montage financier et d'éviter les problématiques des établissements bancaires qui vont nous dire les conditions de taux, c'est ça avec mon assurance. Nous, on va pouvoir négocier ces sujets-là. Mais derrière, c'est une optimisation de l'ensemble de ces postes-là. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'assurance emprunteur, c'est un gros levier. C'est devenu quasiment aussi important que les conditions de taux qu'on va obtenir. Parce qu'on a aujourd'hui des contrats d'assurance qui varient du simple au triple entre un contrat de délégué
et un contrat groupe d'un établissement bancaire X ou Y. Et ça pèse lourd dans la capacité d'emprunt des ménages, surtout maintenant que, encore une fois, les recommandations du HCSF intègrent ces assurances dans l'endettement. Il faut savoir que sur la partie assurance emprunteur, un établissement bancaire demandera toujours à ce qu'on ait à minima 100% du montant emprunté assuré. Ce qui veut dire que si j'emprunte 200 000, je dois assurer mes clients pour 200 000 euros. Ensuite, soit on fait une répartition de notre assurance au prorata des revenus. Ah oui, dans le couple, je prends 50%. Voilà, par exemple, 50%, je suis en couple, je gagne 1 500 euros, ma compagne gagne 1 500 euros, donc ça fait 50% des revenus du ménage, donc je vais assurer monsieur à 50%. Je peux décider autrement? Je peux dire 70, 30 sans regarder les revenus? Alors, nous, notre travail va être sans regarder les revenus, non. Si je pars du principe que je vais assurer que 100% de la valeur de mon emprunt, je vais toujours être attentif. On pourrait, dans l'absolu, se dire on va faire 50-50, même si j'ai une disparité dans mes revenus. Mais c'est un mauvais conseil. C'est-à-dire que nous, on va pousser l'analyse à se dire, ok, si demain j'ai un conjoint qui disparaît, est-ce que le conjoint survivant, en fonction de l'assurance que j'aurai mise en place, va être en capacité de pouvoir payer son échéance ou pas? Oui. Autrement dit, demain j'ai monsieur qui gagne 1 000 euros, madame 2 000, d'accord? Donc j'ai un ratio qui est de... on va dire 63, 66. Ouais, c'est ça, 33, 66. Bon, on va dire 70, 30 pour être tranquille. Il faut que je puisse m'assurer que j'assure correctement mes emprunteurs. Je ne vais pas assurer monsieur qui a le revenu le plus faible à 70%. Oui, d'accord. Et inversement, je ne vais pas assurer madame qu'à 30%, parce que s'il arrive quoi que ce soit à madame derrière, on n'aura donc que 30% du capital restant à devoir de solder, et donc il restera 70% à monsieur de la mensualité à payer. Vous disiez tout à l'heure, 100% du bien, je vais assurer 100% du bien. Donc moi, on ne peut pas, parce qu'il y a une recommandation par rapport à ça, mais est-ce que je peux assurer à 200% du bien? Oui, et ça, encore une fois, c'est tout le travail qu'on va faire, tout notre travail d'expertise et d'optimisation, où fonction de la composition du foyer, est-ce que je suis célibataire, est-ce que je suis en couple, est-ce que je suis marié ou non, est-ce que j'ai des enfants ou non. Derrière, on va aussi analyser tout ça et, bien évidemment, échanger avec notre client. Parce que chaque client a sa propre approche du risque. On a des clients qui arrivent en rendez-vous et qui nous disent moi je veux qu'on soit couvert à 100% chacun. Ah oui, voilà. On a des clients qui arrivent avec ces idées déjà... il m'arrive un truc, tout est payé, à l'inverse, et si les deux décèdent, c'est-à-dire qu'il y a quoi? Alors, il y a plus alors, non? Si, puisqu'on a un dernier levier, on a un dernier levier pour ces clients-là, c'est qu'on a la faculté de pouvoir faire de la prévoyance adossée à mon prêt immobilier. Ah ouais. Et ça, c'est hyper important et on le fait très souvent, notamment quand on a des couples, je vous parle de l'exemple qu'on donnait, couple qui a des enfants par exemple, et qui arrive en nous disant je veux être assuré à 100%, monsieur 100% madame, parce qu'on veut que si il nous arrive quoi que ce soit, soit payé, le bien soit soldé et que les enfants puissent hériter. Ok, très bien, mais sur la base d'une assurance emprunteur, il faut savoir que si je mets 100% monsieur, 100% madame, le bénéficiaire de ce contrat-là, c'est la banque. Ah oui. Ça veut donc dire que si demain je prends le pire des cas, un accident de voiture, le décès de mes deux emprunteurs, j'ai beau couvrir monsieur pour 200 000, madame pour 200 000 euros, l'assureur va contacter la banque, va dire j'ai un sinistre, j'ai le décès des deux emprunteurs, combien je vous dois? La banque va répondre 100 000, 150 000, 200 000, et l'assureur ne paiera que cette somme. Alors que pour autant, j'ai couvert le double. Ah oui, donc il n'y a pas une prime de plus, si c'est 2 fois 200 000, il n'y a pas 200 000 euros qui vont pour les enfants à côté. Pas dans le système, dans le système classique de se dire je fais une assurance emprunteur dont le bénéficiaire sera la banque. D'accord. Et c'est là où intervient toute notre expertise, puisque là on va pouvoir dire à nos clients, à ce moment-là, on va faire 100% sur un contrat d'assurance emprunteur au bénéfice de la banque, et on va venir adosser un contrat complémentaire en prévoyance entre monsieur et madame. Ce qui veut dire que si demain il arrive quoi que ce soit à madame, par exemple, on va avoir 50% du prêt soldé auprès de la banque, et mon deuxième contrat va indemniser monsieur, qui lui va recevoir les 50% restants. De là, monsieur, il va avoir deux options. Soit je solde le prêt et j'ai plus de charges, je suis tranquille, soit je continue à payer puisque mes revenus me le permettent, et cette somme-là,
je la garde, je l'investis, je la place ou je la transmets aux enfants. Ouais, donc vous avez vraiment ce conseil auprès des futurs acquéreurs, c'est pas que négocier un crédit, quoi. Je veux dire, votre job, il s'arrête pas là, quoi. Ah non, je dirais même que négocier un crédit aujourd'hui, c'est plus la priorité. Oui, les taux sont très bas, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de... Les taux sont très bas, Ouais. malgré tout, on a encore des leviers pour négocier et faire des gains D'accord, en tant que client, mais au-delà de ça, c'est surtout de se dire, on a financé le client dans les meilleures conditions, mais avec tous les conseils, les recommandations, l'expertise et l'optimisation qu'on pourra faire du financement par rapport aux attentes du client. Et si on veut donc terminer sur la partie prévoyance, un élément qui est aussi très important, c'est que si demain, donc je prends toujours le même cas, j'ai mon contrat d'assurance emprunteur, mon contrat de prévoyance, si demain j'ai le décès de mes 2 emprunteurs, je vais avoir un premier contrat qui va solder 100% du prix restant à la banque, Oui, et un deuxième contrat qui va chercher à indemniser les conjoints, mais comme on a plus de conjoints, ce sont les descendants, donc les enfants. oui, d'accord. Et là, on a couvert réellement, si j'ai assuré 200 000 d'un côté et 200 000 de l'autre, j'ai payé pour être couvert sur 400 000, et je vais réellement les percevoir. D'un côté, je vais payer 200 000 à la banque, de l'autre côté, je vais léguer aux enfants. Vous, aujourd'hui, si j'ai bien compris votre conseil, si j'ai 300 000 euros de côté, je peux acheter un appartement cash. C'est quoi le mieux? C'est que j'achète cash mon appartement ou que je fasse une partie à 100 000 euros d'apport et que je finance le reste? Tout ça se détermine avec le client aujourd'hui d'un point de vue purement pragmatique. Le conseil serait de dire au client, mais empruntez. Oui. Empruntez, puisqu'aujourd'hui, au vu du coût de l'argent, C'est le moment, quoi. la somme empruntée, même si on a des taux d'intérêt à 1,20%, si j'ai cette même somme en cash, je la place sur une assurance vie ou sur n'importe quel support. Une assurance vie la moins disante va rémunérer 1,60 brut, ça fait 1,40 net. On sera déjà au-dessus de ce que m'aura coûté le prêt en termes d'intérêt. Ouais, puis en plus avec l'assurance emprunteur qui permet en cas de décès ou autre, de problème de vie, de financer tout ça, quoi. Donc, c'est ça, donc aujourd'hui le conseil il est là. Après, encore une fois, ça se construit en fonction du client, de l'emprunteur, de ses attentes, de ses besoins. C'est une analyse qui est globale et qui n'est faite pas de la part du mandataire de son côté, mais qui est faite avec le client et qui construit le financement avec son client. Alors justement, par rapport à ça, parce que là, quand je vous écoute, là, ça va faire 1 heure qu'on discute. C'est un vrai métier, quoi. Je veux dire, courtier, c'est quoi votre parcours? Est-ce qu'aujourd'hui, vous recrutez? Comment ça se passe? Je vous confirme que c'est un vrai métier qui nécessite un travail permanent, une quête aussi d'information et d'enrichissement intellectuel sur ces sujets-là, parce que les lois évoluent, les normes évoluent, donc il faut sans cesse se tenir à niveau. Donc oui, c'est un vrai métier. On a aujourd'hui, sur la partie de la formation, on a des formations qui sont données, nous, en interne par l'entreprise. De quoi? Dans l'intégration? Dans l'intégration, dans l'acquisition des compétences et des connaissances, derrière relayées par les responsables d'agence dans les boutiques auprès des mandataires, qui sont bien souvent les référents et ceux qui ont le plus d'expérience dans le domaine, donc ils peuvent aussi amener toutes leurs connaissances à l'ensemble des équipes. Derrière, on a des formations qui sont obligatoires puisque, encore une fois, on est profession réglementée, donc on a l'obligation d'être titulaire de l'ORIAS. L'ORIAS, c'est l'organisme qui valide ces fameuses formations distribuées aux IOBSP, puisque c'est cette catégorie dans laquelle on est. On a de la formation interne, on a de la formation externe. Donc en permanence, d'accord. Et tous les ans, avec les nouvelles recommandations, alors pas du HSF, mais les nouvelles recommandations et encore une fois les autorités qui encadrent notre profession et qui la réglementent, nous demandent de faire tous les 2 ans des mises à niveau au niveau européen. C'est la directive européenne qui a fixé ça. Et sur nos métiers, tous les 2 ans à minima, on a des mises à niveau régulières sur des points techniques, réglementaires. Voilà. On parle beaucoup d'emploi en ce moment avec ce qui s'est passé avec le Covid. J'en profite aussi pour dire qu'on a un plexi entre nous, on respecte les règles sanitaires. C'est quoi aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que vous conseillez, j'allais dire, à un jeune qui veut se... Il y a du boulot, non? Alors, il y a du travail, vous embauchez aujourd'hui sur le Pays Basque? Bien sûr. Nous, dans notre domaine d'activité, on est malgré tout dans une entreprise commerciale. Et comme toute entreprise commerciale, il y a du turnover. Donc oui, on est en plein recrutement, notamment sur les agences de Biarritz et Bayonne. Et donc
aujourd'hui, on a... Vous recrutez. On recrute. Comment ils peuvent se mettre en contact avec vous? Soit directement depuis notre site internet cafpi.fr où on a un service dédié à la cellule sur notre cellule de recrutement, soit directement en contactant par mail sur une des deux agences, par mail ou par téléphone sur une des deux agences de Biarritz ou de Baillet. Pierrick Ballanger. Et alors, justement, par rapport à ces jeunes qui vont chercher du travail, quoi, hein, parce que c'est pas facile pour eux en ce moment, que ce soit pour le travail ou justement pour passer à l'acquisition, acheter un bien. Qu'est-ce que vous leur conseillez? C'est quoi le profil type du conseiller CAFPI? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il a fait comme études? Est-ce que sans études, c'est réalisable? Bien sûr, c'est entièrement réalisable. Moi, à titre personnel, je ne venais pas du tout du métier du courtage. Pour vous dire, il y a 11 ans en arrière, quand Maurice Assouline m'a recruté, j'étais dans la grande distribution. Ah oui, donc vous faisiez quoi là-bas? Vous faisiez quoi là-bas? J'étais directeur adjoint d'un magasin. D'accord. Mais rien à voir. Alors après, c'était toujours dans le commerce. Et pourquoi le financement alors? C'est quoi la raison qui vous a... Eh bien, un peu par hasard, parce que c'est aussi le côté agréable de notre entreprise, c'est que CAFPI, ça a beau être une boîte, une société, une entreprise grandissante, avec quasiment aujourd'hui 1500 collaborateurs, mandataires et salariés confondus, le fonctionnement reste une boîte familiale. Et dans l'entreprise CAFPI, l'ensemble des mandataires, c'est bien souvent une question de rencontre. Moi, j'ai rencontré effectivement Maurice Assouline qui, un jour, m'a dit écoute, ton profil m'intéresse, est-ce que tu voudrais... Donc après, il y a eu formation, intégration, voilà. Etc. Formation, intégration, et derrière, on a continué encore une fois les formations internes jusqu'à atteindre un niveau de compétence qui me permettait à ce moment-là d'accueillir les clients et pas avant. Et justement, donc il y a un minimum d'âge pour arriver dans votre métier. Un jeune qui n'a pas fait d'études, il s'est un peu planté, il a 22 ans, est-ce qu'il peut venir chez vous? Il n'y a pas de limite d'âge en tant que tel. Il n'y a pas de minimum après, non, après ce sont encore une fois les ambitions de chacun. On reste malgré tout sur un métier qui est un métier de l'immobilier, sur lequel la clientèle a besoin de tisser ce lien de confiance. On sait que parfois on peut avoir des a priori sur des clients, sur des conseillers des mandataires qui peuvent être très jeunes. Maintenant, s'ils ont tout le bagage technique, s'ils sont aussi experts qu'un mandataire plus expérimenté, il n'y a pas de souci particulier, donc on n'a pas de limite d'âge. Et est-ce qu'il y a donc pas de limite d'âge, pas de limite de niveau d'études en fin de compte? Non, il y a quand même des niveaux conseillers, un minimum, non? Ou BTS, ou non? Non, pas forcément, pas parce forcément, que si on avait fonctionné comme ça, et si l'entreprise fonctionnait comme ça, je ne serais pas en face de vous aujourd'hui. Donc déjà, c'est un rassurant. sujet. Donc non, ce qu'on va regarder surtout, c'est, encore une fois, c'est l'envie de la personne, la motivation, l'envie qu'il va avoir de mener à bien les projets des clients. On va simplement s'assurer un minimum d'éléments sur les connaissances commerciales. Les connaissances financières, on peut les apporter, ça c'est pas gênant. Voilà, tout ce qui est technique, en fin de compte c'est un profil commercial et après technique, j'apprends par des formations. C'est ça. Si on doit vraiment définir un candidat idéal, il faut à minima qu'on ait le bagage commercial. La partie technique, on peut l'apporter, ça c'est pas très problématique. En revanche, dans l'autre sens, c'est un peu moins vrai. La partie commerciale est un peu plus dure puisqu'il faut être à l'aise. Puisque notre métier nécessite du contact régulier. Du relation, il faut aimer la relation clientèle. Très bien, Pierrick, écoutez, je ne sais pas, est-ce que vous avez des choses à rajouter puisqu'on arrive à la fin en fait de notre live? Non, écoutez, moi à mon niveau, on a fait le tour. Les éléments importants, je pense qu'on les a abordés. S'il y a des questions, moi je suis disponible et prêt à répondre à... Voilà, très bien. Pas de souci à mon niveau, tout est... Bon, super. Écoutez, moi en tout cas, j'étais très, très heureux de vous recevoir, surtout de parler de financement, parce que c'est quand même ce qui accompagne le projet dans l'immobilier, il n'y a pas de doute. C'est le nerf de la guerre. Voilà, donc je veux dire, sans financement, on ne peut pas vraiment acheter. Donc ça, c'est et puis c'est intéressant dans tout ce qui est... je pense qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, on voit une marque, on voit Courtier, et ça s'arrête là, mais en réalité, on voit bien qu'il y a vraiment de la technique et du conseil derrière, ce qui est très intéressant. Il y a de la technique, il y a du conseil, il y a de l'expertise, il y a encore une fois de l'accompagnement client, il y a tout ce que chaque client et chaque profil différent pourrait rechercher.
ils vont pouvoir le trouver chez nous avec ce mode de fonctionnement en plus en succursale. Donc on est en capacité de traiter un dossier qui soit à Biarritz, à Pau, à Paris, n'importe où. Et justement par rapport à ça, et après on va finir, alors déjà on est au Pays Basque, hein, il me semble que les taux peuvent être différents de région, c'est ça sur les régions. Oui. Ouais, ça peut arriver ça, d'accord. C'est même monnaie courante. C'est quoi la raison en fait ? Alors, la raison, moi j'ai ma vision qui est personnelle et qui fait suite à mon historique. Aujourd'hui, on sait malheureusement que les grosses métropoles vont bien souvent avoir des conditions de taux un peu plus hautes que la province. Voilà, d'accord. Tout simplement parce que les établissements bancaires ont moins d'efforts à faire pour capter ces nouveaux clients. Oui, voilà, c'est une question de coût, de base. C'est ça. Très bien. Et donc au Pays Basque, on est bas hein, Au Pays Basque, on est très bas. On n'est pas la région la plus basse, mais on reste très très bas. Et aujourd'hui, on continue de constater chaque mois de nouvelles négociations qui, en fonction des profils, sont très très basses, voire continuent de baisser encore un petit peu. Très bien. Vous avez eu l'occasion d'aller voir les lumières là, le soir là, à Biarritz, à Anglet, à Bayonne, vous avez regardé ? Pas encore les décorations, c'est magnifique. C'est franchement magnifique. Là, je suis allé l'autre fois sur Biarritz, j'ai fait Anglet et j'ai déjà fait Bayonne. Je vais faire Saint-Jean-de-Luz aussi, puisqu'ils ont fait des bonnes décos de Noël. Et comme on est au Pays Basque, en fait, on va finir avec une vidéo. C'est ce qu'on a fait l'autre fois, une vidéo du Pays Basque. Et là, notamment, c'est de Biarritz. Et puis, en tous les cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est Soprimo, Stéphane Godefroy, qui viendra la semaine prochaine s'exprimer sur la promotion immobilière au Pays Basque. Il est promoteur, hein, il a différents programmes sur la région. La semaine d'après, ça sera donc l'agence Espace Atypique, donc, qui viendra nous voir. C'est une agence immobilière de Biarritz. Et donc à la rentrée, le 6 janvier, j'aurai le plaisir de recevoir le président de la FNIM, en fait, Vincent Poulou, qui a aussi une agence ERA à Saint-Jean-de-Luz. Voilà, merci beaucoup. Merci Wilfried. À très bientôt. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir.